mission accomplie. Et si on avait reçu les félicitations, ça signifie que quelque part, on n'a pas accompli notre mission, parce que si l'IVD aujourd'hui concentre toutes les critiques des partis avec IES qui n'ont pas intérêt à ce que les vérités dévoilées par l'IVD soient connues, si il y a aujourd'hui toutes ces parties contre nous, contre notre rapport, ça signifie qu'on n'a fait plaisir à personne, qu'on a juste accompli notre devoir conformément à la loi. Je suis très fière de mon passage à l'IVD parce que j'ai énormément appris. Ma vie de militante ne m'a pas mis dans les arcanes de l'administration. Ce que j'ai appris à l'IVD, c'est l'administration. Et c'est une culture. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai appris. J'ai appris également que dans l'administration, il y a des gens qui sont l'honneur de ce pays. Et que c'est grâce à eux que notre administration est debout et que notre État est debout. C'est grâce à ces gens-là. Nous avons été un peu injustes dans les jugements un peu lapidaires. Dans l'administration, il y a des gens d'honneur, il y a des gens loyaux à l'État, il y a des gens qui aiment leur pays, et puis il y a des gens qui sont des corrompus, qui sont prêts à tout vendre pour des sous, pour des intérêts. Il y a de tout. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a ces gens d'honneur que l'État tunisien est toujours debout malgré toutes les crises qu'il traverse. Quand Ahmed Rabelsi a accepté de témoigner et qu'il ait tout dit sur comment fonctionne la machine de la corruption, j'avoue que j'étais fière parce que c'est la première commission vérité dans le monde qui fait témoigner un corrompu à visage découvert, parce qu'il y a les pentiti des Italiens, vous savez, la période de la mafia italienne. Mais les pentiti témoignaient à visage couvert. On ne connaissait ni leur nom ni leur visage. Là, Ahmed Rabelsi a été courageux, je le reconnais qu'il a été courageux, c'est une qualité que je lui reconnais en tant qu'être humain. Et il a dit les choses sans essayer de cacher. Non. Nous ne l'avons pas abandonné. La preuve, c'est que le premier acte de protection qu'on a fait, parce qu'au lendemain de son témoignage, il a reçu des menaces de mort. Il voulait le tuer, parce qu'un témoin comme ça, il risque sa vie. Et nous avons fait une démarche officielle, écrite et par une séance de travail auprès du ministre de la Justice en lui disant « sa vie est entre vos mains, s'il lui arrive quelque chose, vous êtes responsable ». On a eu des informations qu'il cherchait à le tuer en prétendant qu'il était suicidaire, entre guillemets. Vous savez, les suicides qui arrivent au mauvais moment, tout le monde les comprend. La deuxième acte, c'est qu'on a travaillé très bien avec ses avocats et nous avons conclu avec eux un accord d'arbitrage qui lui était favorable et qui le faisait sortir de prison. Parce que vous savez, dans le cas Ahmed Rabelsi, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a commis des violations de corruption durant la dictature. Ce n'est pas que ça. C'est qu'après la Révolution, on a saisi ses biens. Et parmi les biens, bien sûr, il y a ses sociétés. Et vous savez, la loi, elle dit, quand l'État saisit une société, il en devient le gestionnaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les sociétés d'Ahmed Rabelsi? Tous les chèques qui étaient en cours, ils les ont rejetés. Alors que les comptes étaient provisionnés. Ce n'étaient pas des chèques sans provision. C'était des chèques provisionnés mais gelés. Et la loi dit qu'ils devaient être honorés comme ils honoraient les salaires des ouvriers. Et ils l'ont fait exprès pour rejeter. Donc il est condamné à plus de 100 ans de prison pour des chèques rejetés, pas pour les abus commis durant la dictature. Nous avons considéré et consigné dans l'accord d'arbitrage que tous les chèques rejetés n'étaient pas de sa responsabilité, mais étaient de la responsabilité de l'administrateur judiciaire qui a failli à sa tâche. Et si l'accord d'arbitrage a été exécuté, il serait dehors. Et nous l'avons signalé qu'aujourd'hui, il est en situation de détention arbitraire.
Et nous avons également signalé aux Nations Unies qu'il était en situation de détention arbitraire. Les deux ont reçu des accords d'arbitrage qui, parce que c'est quoi le principe d'arbitrage? C'est que tu reconnais tes fautes, tu dis comment ça s'est passé et tu renseignes l'institution publique sur comment fonctionne la corruption et tu restitues. Et les trois ont été accomplis pour les deux. Et au terme de cela, il y a eu un accord d'arbitrage qui a reçu l'exéquatur. C'est un acte judiciaire qui a reçu l'exéquatur aujourd'hui. Et s'il n'est pas appliqué, c'est encore une fois à cause de Mabrouk Khorchid et le clan de Mabrouk Khorchid qui veulent justement ne pas laisser les gens réparer leurs fautes et ils veulent favoriser certains et punir d'autres pour pouvoir justement protéger les vrais corrompus. Ça s'appelle inverser les faits. Nous avons heureusement pour nous publié, je crois en début 2019, parce que déjà en 2019 ils ont dit que Blahsan Trabelsi n'a pas présenté de dossier à l'IVD d'arbitrage. Et Mabrouk Khorchid l'a répété, fait ça, il a dit je défie Madame Cédrine si elle me trouve trace de la demande. Bon. Or, il se trouve que nous, on a déjà publié et là, tout un mémo où on a donné les faits, on a mis des liens avec les documents, la demande d'arbitrage, les PV avec le contentieux de l'État, où nous avons travaillé ensemble jusqu'à la demande de signature de l'accord préalable. Et qu'est-ce qu'il fait Khorchid à ce moment-là? Il bloque cet accord préalable. Blahsan Trabelsi représente à lui seul plus de la somme de tous ceux qui ont fait des accords d'arbitrage réunis, de tous les gendres et les proches de... Pourquoi? Parce que Blahsan Trabelsi, en fait, c'est le prête-nom de Ben Ali. Ben Ali, l'argent qu'il récupérait, il était géré par Blahsan. C'est pour ça qu'il a la plus grosse partie de ce qui doit être restitué à l'État. Et nous avons les PV où on s'est réunis, où on leur a donné ça. D'ailleurs, je le dis en toute sincérité, dans sa demande de pardon, la demande de pardon de Blahsan Trabelsi était sincère. Nous avons publié dans le site de l'IVD, qui est attaqué maintenant parce qu'ils ne veulent pas que les gens aillent vers ces documents, parce que moi j'ai réagi et j'ai donné les liens, et ils ne veulent pas que les gens lisent. Parce que si les gens voient comment le document existe, comment les PV du chef de contentieux, on a eu au moins une dizaine de PV sur le cas. Ce n'est pas un seul, où il y a eu des réunions, où les tableaux établis par les analystes financiers de l'IVD, combien ça vaut au départ, parce que c'est jamais, au départ c'est acquis, après ça va beaucoup plus, parce que après, donc c'est l'inverse qui s'est passé. La violation, enfin l'atteinte aux intérêts de l'État a été commise par Khorchid et sa bande, pas par l'IVD. L'IVD a tout fait pour faire rentrer cet argent, Sakhelmat lui aussi. Sakhelmat, c'est la même chose. Et à la dernière minute, ils ont refusé de signer. Monsieur Mohamed Ghariani n'est pas qualifié pour juger la justice transitionnelle, parce qu'il est impliqué dedans, parce qu'il fait partie des gens sur lesquels on a consacré sur qu'est-ce qu'il fait, Ghariani? Il était le secrétaire général du RCD, qui était le parti au pouvoir, qui a commis un tas de violations. L'IVD, dans son rapport final, a consacré un chapitre, un grand chapitre, sur toutes les violations commises par ce parti-là qu'il dirigeait. Donc c'est lui qui a la responsabilité, au moins politique, sinon pénale, de ce qui a été fait. Donc vous savez, quand vous demandez au criminel de donner son avis sur son juge, je ne pense pas qu'il soit qualifié pour donner un avis. J'ai été élu par le Parlement. Et les 15, on a eu les mêmes voix. J'ai oublié combien, mais on a dépassé les 127 voix ou quelque chose comme ça. Et dans le Parlement, et parmi les gens qui ont voté pour nous, il y avait tous les partis, il n'y avait pas que Nahl. Il y avait Nahl, bien sûr, je crois qu'ils étaient majoritaires. Non, Nidé était majoritaire, non, pas encore. Il y avait Nidé, il y avait les groupes Takatel, etc. Donc,
nous avons été élus par un groupe, une majorité parlementaire. L'élection à la tête de l'IVD, ce n'est pas Nahda qui m'élit, c'est mes pairs. Les gens qui sont proches de Nahda, parmi les 15, ils sont 5. Ils ne peuvent pas élire. Ils peuvent appuyer peut-être. Moi, j'ai été élu avec 11 voix sur 15. Dire que c'est Nahda qui m'a élu, je pense que ça fait partie de la machinerie qui consiste à me considérer comme non indépendante. Moi, je suis indépendante de tous les partis. Je n'ai rien contre le parti Nahda. Je n'ai rien contre n'importe quel autre parti, qu'il s'appelle Takatlou'l-Nidé ou tout ce que vous voulez. J'ai contre les gens qui violent la loi. J'ai contre les gens qui font des victimes. J'ai contre les gens qui manipulent la justice. J'ai contre ça. Et le parti Nahda, en 2017, a fait alliance avec la parti Nidé contre la justice transitionnelle. Et ils ont commencé à travailler contre la justice transitionnelle depuis 2017. Ils ont voté en septembre 2017 la loi sur la réconciliation. Et nous avons été critiques et clairs par rapport à ça. Donc que ce soit Nahda ou Nidé, les deux sont responsables des blocages que l'IVD a vécu pratiquement depuis 2017. Vous savez, l'IVD a recensé dans son rapport les obstacles qu'elle a affrontés et qui ont fait que, pour certaines choses, c'est vrai qu'on n'est pas parvenu à réaliser certains objectifs, mais pas les objectifs globaux. Les objectifs globaux qui sont, faire un rapport, on l'a fait, transférer à la justice spécialisée les cas, on l'a transféré, donner aux victimes leurs droits, on l'a fait, et proposer des réformes pour protéger l'État contre d'éventuelles violations et protéger l'État de droit par des réformes, nous l'avons fait. Il n'est pas du mandat de l'IVD de réaliser la réconciliation. Vous allez relire toute la loi sur la justice transitionnelle, la loi 2013-53, il n'y a pas une seule phrase qui dit notre mission c'est de faire la réconciliation. Notre mission c'est de révéler la vérité, définir les responsabilités, réparer aux victimes, proposer les réformes. Les réformes de nature à faciliter la réconciliation. Nous avons proposé les réformes. Mais c'est qui a fait la réconciliation? C'est l'exécutif. C'est ceux qui vont exécuter nos recommandations. L'exécutif n'a pas exécuté nos recommandations. C'est lui qui est responsable, c'est pas nous. Nous, on leur a dit comment il faut faire. Nous, notre rôle, c'est de dire comment vous faites. Le modus operandi, nous l'avons produit dans notre rapport. S'ils ne le font pas, et s'ils font le contraire de ce que nous avons dit, c'est eux qui sont en échec, c'est pas nous. Nous, on a fait notre boulot. Et aujourd'hui, ce que Ranouchi appelle la réconciliation globale, ce n'est pas la réconciliation. Nous, on est pour la réconciliation. Avec tout le monde, avec même ceux qui ont fait des fautes. La preuve, on a aidé à se réconcilier ceux qui ont fait des fautes. Le fait d'avoir invité Rarieni à préparer la loi, ça dit tout. Parce que c'est clair que ce n'est pas un projet de réconciliation, c'est un projet de blanchiment des corrompus. Parce que leur problème aujourd'hui, ce n'est pas avec l'IVD. L'IVD, elle a terminé son boulot, elle est partie. Leur problème, c'est avec les chambres spécialisées, c'est avec la justice spécialisée qui aujourd'hui, et le dernier procès a eu lieu le 8 février dernier, ils sont en train d'être jugés, ces gens-là. Et ils ne veulent pas qu'on les juge. Ils ne veulent pas rendre compte. Ils veulent l'impunité. Et ils ne veulent pas que l'argent du peuple revienne chez le peuple. Ils veulent que ça reste ces gens-là parce que, vous savez comment ça se passe, ces gens, ces lobbies financiers, ces lobbies corrompus, eh bien, ils donnent de l'argent aux partis politiques. Je pense que Raïs Qaïs Saad, c'est un homme sincère et intègre. Et quelqu'un d'intègre, il reconnaît les intègres. Alors. Ça se reconnaît, les gens sincères et intègres. C'est pas difficile à évaluer. Je pense qu'il a confiance en moi et moi j'ai confiance en lui sur ce plan-là. Donc c'est une question aussi de confiance et d'intégrité. C'est un homme propre, c'est un homme qui ne fera jamais du mal à l'État
avec l'intention de nuire, avec l'intention de profiter. Jamais il ne fera ça. Et ça, je pense que c'est une chance pour les Tunisiens d'avoir quelqu'un d'intègre à la tête de Carthage. Pourquoi nous avons évoqué la question des biens spoliés et pourquoi la question des biens spoliés, c'est quelque chose qui a dérangé beaucoup le président, parce que 10 ans après, nous ne réussissons à ramener aucun sou alors qu'on avait les moyens de le faire. Il y a nécessairement des complicités, il y a nécessairement un manque de coordination qui est l'énorme faute commise par les organes de l'État qui étaient en charge de ce dossier. Ils ne coordonnaient pas entre eux, c'est pas compliqué. On avait autant d'États que de commissions chargées de ce dossier-là. Et donc il a créé cette commission au sein de Carthage qui met ensemble ces organes de l'État chargés de ce dossier-là. Et moi, j'avais une proposition à lui faire en lien avec la justice transitionnelle. Vous savez que la justice transitionnelle nous offre l'opportunité de briser et de suspendre les délais. Vous savez que la question des délais, la prescription ne marche pas avec la justice transitionnelle. Et comme on a dans les chambres spécialisées en cours d'examen ces affaires d'argent spolié, parce que les mêmes affaires ont été transférées à la justice spécialisée, il y avait moyen de reconsidérer la position de la Tunisie en termes de délai, parce qu'on avait cette épée des délais qui était sur nos têtes et qui empêchait qu'on puisse restituer. Et donc, j'ai fait cette proposition au président qui l'a écouté, et j'ai également fait valoir un axe qui jusque-là n'a pas été exploité, et qui sont les conventions internationales, le droit international qui protège les moyens d'un État qui est mis dans une situation de ne pas pouvoir honorer ses obligations à l'égard des victimes de la dictature. C'est une clé qu'on peut faire valoir. Et je lui ai donc présenté ces conventions internationales sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement exiger de ces États qui sont en train de nous enfermer dans des procédures judiciaires assez complexes et ils sont en train de traiter la question sur un plan purement judiciaire, alors qu'il y a un autre angle qui est la situation de la population tunisienne qui est en droit de recevoir cet argent, et encore une fois d'exploiter aussi l'angle qu'en justice transitionnelle, la victime, ce n'est pas que les individus, c'est les régions victimes. Et nous avons un gros dossier sur les régions victimes, et l'argent spolié peut revenir à la Tunisie via d'autres biais, le Conseil des droits de l'homme qui est actuellement en train de se réunir, et nous sommes en train de batailler pour qu'il y ait par exemple une résolution qui ouvre un autre chemin que le chemin purement judiciaire de quelle est l'origine de cet argent, alors que tout le monde sait très bien que c'est une origine illicite et que ça doit revenir. Donc c'est un angle que nous pouvons exploiter pour que cet argent revienne à l'État tunisien et que les caisses puissent être remplies pour répondre autrement aux violences exercées contre les jeunes qui manifestent. Aujourd'hui, l'État n'a que les prisons à offrir à ces jeunes qui demandent du travail et de la dignité. Et ça, c'est une grande, grande défaillance. Le mieux, c'est d'utiliser ces outils internationaux pour ramener l'argent dans les caisses de l'État et répondre aux besoins tout à fait légitimes de ces jeunes qu'on est en train d'enfermer dans les prisons pour une raison ou une autre. Et les prétextes, nous les connaissons. L'orientation sexuelle ne plaît pas, celui-là a fumé un joint, et donc on va prendre ces prétextes pour refuser et dénier à ces jeunes le droit de vivre dignement dans leur pays et de leur offrir que soit les prisons, soit l'échappatoire de l'émigration pour avoir un avenir.